Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale, sur la radio, le pilote de la capitale. Tout d'un coup, il y avait beaucoup de messages comme ça, c'était à cause de ta rubrique. Il voulait te montrer la technique traditionnelle, comment on fait là. Il faut lire les messages. Mosley, oui, on parle d'éducation ce matin, on a un invité. Effectivement, bonjour tout le monde. Donc, effectivement, on a un invité ce matin, Monsieur Magloire Memiagé, qui est secrétaire général par intérim du Sénat, qui est le syndicat de l'éducation nationale. Et avec lui, nous allons aborder les questions d'éducation. Tu sais que normalement, chaque année, en début d'année scolaire, on a souvent eu des invités pour parler des activités de l'éducation nationale, qui est quand même un pan essentiel de l'État au niveau de notre pays, mais qui concerne la population de manière générale. Et ce matin, on va discuter avec lui de tous les sujets qui ont été mis en branle depuis le début de l'année scolaire. Monsieur Mamiaré, vous êtes par intérim secrétaire général. Pourquoi il y a une crise au sein du Sénat? Non, il faut dire. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Il faut dire que le Sénat est un syndicat ordonné et normé. Et comme vous le savez très bien, le secrétaire général, M. Fridolin Mbemessa, a été nommé sénateur de la transition. Et avec les textes du Sénat, il était question de convoquer un conseil exécutif. Et c'est au cours de ce conseil exécutif que j'ai été désigné secrétaire général par intérim en attendant le congrès du Sénat qui va arriver dans les tout prochains jours. Il n'y a pas encore de date quand vous dites dans les tout prochains jours. Dans les tout prochains jours, parce que le Sénat est un syndicat statutaire concernant le congrès et avec l'agenda international, je pense que nous allons organiser notre congrès au mois de janvier 2025. Depuis 3 ans déjà, nous avons des années scolaires normales. Ça veut dire que ça va bien entre le syndicat et le ministère? Non, il faut dire que le syndicat de l'éducation nationale, c'est, comme nous le disons, c'est un syndicat revendicatif. Et comme vous le savez, depuis la nomination de Madame le ministre de l'Éducation nationale, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes, mais depuis qu'elle est là, elle a instauré un système de dialogue social. On discute à bâton rompu des problèmes qui minent le secteur éducatif, parce qu'à l'éducation, nous avions 2 problèmes. Il y a les conditions de travail et les conditions de vie. Vous avez déjà gagné sur quel niveau? Bon, ça avance, pas gagné, ça avance à quel niveau? Au niveau des conditions de travail, vous voyez qu'on a eu un gel de concours depuis 7 ans. C'est à l'arrivée de Madame le ministre que nous avions eu l'organisation de ce concours. Et le concours est là. Et à l'intérieur, nous sommes en train de banaliser le cadre juridique du ministère de l'Éducation nationale. Dans le cadre juridique, le statut particulier du secteur éducation nationale qui est caduc depuis 1991, on est en train de regarder à l'intérieur parce qu'il y a les nouveaux métiers au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes en train de regarder ce statut particulier-là. Et à côté du statut particulier, nous avions le décret 632 qui organise le ministère de l'Éducation nationale. Il est question aujourd'hui de regarder le fonctionnement des directions du ministère de l'Éducation nationale. Si je prends par exemple les DAP aujourd'hui, les directions d'académie provinciale. Dans les directions d'académie provinciale, il est question d'amener ces académies aussi à fonctionner comme à la centrale. Et au niveau des académies, il faut des services que nous sommes en train d'ajouter. Il y a le service archives, il y a le service patrimoine, ainsi de suite. Et à partir de là, nous sommes en train de regarder dans le cadre de la décentralisation. Parce que vous comprenez que notre administration est très centralisée. Tout se passe au niveau de la centrale. Et aujourd'hui, avec l'arrivée du ministre, c'est un vaste chantier. Dans le chantier juridique, nous sommes en train de regarder tous les textes qui concernent le ministère de l'Éducation nationale. Et à côté de ces textes, nous avions le fameux chantier de l'APC, qui n'est pas né aujourd'hui. C'est un chantier qui est né l'APC, depuis... l'approche par les compétences. Concernant cette APC, qui est une réforme quand même qui jusqu'aujourd'hui fait couler beaucoup d'angoisse auprès des enseignants. La mise en œuvre de cette APC semble être enfin, pour les enseignants, on a mis la charrue avant les bœufs.
on a mis en place, du moins on a décidé de la mise en place de cette réforme sans qu'il y ait des formations préalables pour les enseignants. Est-ce que le Sénat ne peut pas se sentir un tout petit peu culpabilisé par rapport à l'environnement quand on sait que à partir de l'APE à l'APC, il y a quand même un moment où il faille que les professionnels d'éducation apprivoisent le nouveau système? Oui, il faut dire que le Sénat est intervenu en début d'année concernant l'implémentation de l'approche par les compétences au niveau du secondaire. Le Sénat a bel et bien intervenu. Vous savez, pour engager une approche, il faut la phase expérimentale. Or, ça ne s'est pas passé et à un moment donné, le Sénat a demandé au ministère d'arrêter le processus. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le cadre des établissements aujourd'hui, moi j'ai participé à la tournée de sensibilisation. Cette année, nous ne pouvons pas aller dans le sens direct de l'APC au secondaire. Il faut former les enseignants. Parce qu'on ne peut pas engager une approche sans pourtant former les enseignants. Et la semaine dernière, nous avions rencontré le ministre et l'IGS pour que cette formation-là commence dès les vacances de Noël. Et cette formation-là va se faire. Parce que si on ne va pas dans ce sens, vraiment, un enseignant qui n'a pas été formé, il sera perdu dans la salle de classe. C'est déjà le cas, M. Memiaré. C'est le cas aujourd'hui. Parce que les premières situations qui sont passées, vraiment, les enseignants étaient en déphasage de ces situations qu'on a imposées, les situations d'évaluation, la phase d'intégration, dont les enseignants aujourd'hui ne se retrouvent pas. Nous avions demandé à l'IGS de former d'abord les enseignants, de prendre dans chaque province 2 ou 3 établissements pour expérimenter l'approche et après, nous allons évaluer. Si c'est concluant, après, nous pouvons généraliser l'approche au niveau du secondaire. Je pense que c'est ce qui est fait et c'est ce qui va être fait dans les tout prochains jours parce que nous avions eu l'accord de Mme le ministre dans la semaine pour que ces choses-là se passent dans ces conditions-là. Parce qu'aller dans ce sens, c'est détruire le système éducatif. Il y a eu l'harmonisation des coefficients qui aussi, quand même, au regard de beaucoup, serait une situation qui n'est pas pressante dans la mesure où ce ne sont pas les coefficients qui sont responsables de l'échec. Vous qui avez la possibilité de discuter avec les autorités et qui travaillez certainement à ces réformes-là, qu'est-ce qui a motivé ce retour à ce qui avait déjà été proposé, qui avait plus ou moins été aussi un échec dans le temps? Oui, il faut dire que la question des coefficients ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 2016 que le système éducatif gabonais a expérimenté la question des coefficients. Mais je m'assure, quand on veut orienter la question des coefficients au niveau des échecs, non. Il y a plusieurs situations qui causent l'échec scolaire au niveau du Gabon. Maintenant, concernant les coefficients, quand on regarde l'évolution des coefficients en République gabonaise, ça date de plus de 50 ans. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il était question de valoriser les matières scientifiques. Pour valoriser les matières scientifiques, il fallait codifier le coefficient pour que les élèves s'intéressent au niveau des coefficients, par exemple les mathématiques et autres. Or, nous avions remarqué que 50 ans après, la situation reste la même. On n'a pas pu décoller au niveau des sciences, ainsi de suite. Donc, il est question de regarder. Et quand nous avions regardé la sous-région, par exemple le Sénat est un syndicat affilié à l'International de l'éducation. Dans le comité syndical francophone, nous avions regardé tous les syndicats de la sous-région et tous les systèmes éducatifs de la sous-région. La plupart de ces systèmes éducatifs ont déjà harmonisé les coefficients. Or, au Gabon, on était campé sur le problème des coefficients, 6 de coefficients en mathématiques, ainsi de suite. Il était question aujourd'hui de regarder, même au niveau des coefficients, en 2016, nous avions expérimenté les coefficients et nous avions essayé de voir ce que ça donnait. L'expérience n'avait pas été concluante. L'expérience était concluante. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait on est arrivé là? C'était un problème d'homme. Ça, je suis obligé de dire, c'était un problème d'homme. L'arrêté était déjà signé. Quand l'autre ministre est venu, vous savez, au Gabon, on a un principe. Il y a un principe qui gouverne l'administration, le principe de continuité des services publics. Or, au Gabon, nous avions un principe, c'est un principe d'homme.
quand l'homme arrive, même si ce que l'autre a fait, si c'est bien, il dit, moi, je ne peux pas continuer dans cette logique. Et c'est ce qui s'est passé au niveau des coefficients. Or, aujourd'hui, on est en train de ramener le problème des coefficients. Nous avions demandé à Madame la ministre et l'IGS d'expérimenter la question des coefficients. Parce qu'il est question de communiquer d'abord. Parce que tout est question de communication. Lorsque vous voulez passer d'une approche à une autre, il faut vraiment communiquer. Il faut montrer les biens fondés de cette approche. Il faut montrer les inconvénients de cette approche aujourd'hui. Parce qu'au niveau des coefficients, si je prends par exemple la classe de 6e, il va arriver que si dans un établissement il y a 6 6e, si 2 6e n'ont pas, par exemple, de professeur de mathématiques, comme nous le savons, nous vivons ça en ce moment, vous voyez qu'il y aura un décalage au niveau des résultats, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que nous prenons? Nous avions dit à Madame le ministre, le problème n'est pas au niveau des coefficients, le problème est au niveau de la rentabilité des professeurs au niveau de notre système éducatif. Il faut former les enseignants. Si on forme les enseignants, il faut rentabiliser en termes d'infrastructures. Si on construit en quantité et en qualité, lorsque chaque élève aura son professeur, à un moment donné, nous pouvons bien commencer à expérimenter un certain nombre de choses. Mais pour dire, le problème de coefficient n'est pas mauvais en soi. Je prends cet exemple. Vous voyez, on a eu des professeurs de mathématiques qui étaient des rois dans certaines salles de classe. Et dit, en tout cas, tout le monde n'est pas appelé à comprendre les mathématiques. Vous comprenez que l'élève qui comprend ces messages est déjà bloqué d'avance. Il ne peut plus évoluer. Étant donné que les mathématiques ont un coefficient 6, vous comprenez ce que ça va jouer dans son fonctionnement. Et à côté de ce fonctionnement des mathématiques, on est en train de chercher les scientifiques. Vous voyez, dans les bacs scientifiques aujourd'hui, nous avions le bac D, le bac C, le bac E. Quand vous allez regarder, au niveau des scientifiques, c'est des bacs qui ont un faible pourcentage en termes de réussite. Or, vous allez voir un élève de terminale D, quand vous regardez, l'élève de terminale D, il a un bac D, vous allez regarder, il a 12 en histoire géo, 14 en philosophie, 12 en français. Il est réussi au bac, mais il a un bac D. C'est pas avec la mathématique. Mais ce n'est pas avec la mathématique. Donc, il est question d'aller nous interroger, est-ce que c'est réellement les mathématiques qui causent problème ou bien on cherche réellement les mathématiciens? Pour chercher les mathématiciens, il faut réellement passer à autre chose. Il y a eu tout un ensemble de nouveaux arrivants au niveau de l'éducation nationale. Il y a eu des recrutements directs, je peux dire ça comme cela. Beaucoup de personnes pensent aujourd'hui que les recrutements directs ne sont pas nécessairement la voie la plus indiquée dans la mesure où parfois les formations ne vont pas sur la durée et qu'elles ne permettent pas à ces derniers, en étant au moment où ils sont sur le terrain, d'être capables de pouvoir réellement être dans la transmission et de respecter l'éthique et la déontologie d'évoluer à quelqu'un qui a été à l'école normale supérieure, par exemple. Oui, là, il y a deux choses. Il y a une situation qui est sur le terrain aujourd'hui. Il y a la formation et la transmission des savoirs. Nous avions des enseignants qui sont sortis de l'école normale supérieure, que nous avions essayé d'expérimenter sur le terrain. Je ne peux pas dire que le rendement est à 100% positif. Et il faut dire que le recrutement sur titre est un recrutement organisé, édicté, normalisé par la fonction publique. Il n'est pas interdit d'engager un recrutement sur titre. Qu'est-ce qui se passe? Si vous engagez un recrutement sur titre, il faut observer des enseignants sur le terrain. Il faut des conseillers pédagogiques qui encadrent ces enseignants-là. Mais quand on sait qu'on n'a pas suffisamment d'encadreurs pédagogiques, cette année, comment on fait ce suivi-là? Surtout quand Ouais. on sait également que les notions pédagogiques, didactiques, docimologie et consorts sont souvent difficiles à assimiler. Oui, vous comprenez, la dernière promotion qu'on vient de recruter, moi-même, je suis parti au lycée Mba voir comment ces enseignants étaient formés. Je peux vous dire que le dernier recrutement direct que vient d'engager le président de la République fait partie des bons recrutements qu'on vient de faire. Et ils ont suivi une très bonne formation. De combien de mois? De 2 mois. Non, la formation, je le dis, la formation n'a rien à voir avec 3 ans, 4 ans,
5 ans. Je vous dis, c'est une question de transmission de pouvoir et l'environnement aussi joue un grand rôle dans l'enseignement. Vous allez voir que l'enseignant recruté sur titre, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les enseignants qu'on a recrutés sur titre, lorsqu'il a la vocation d'enseigner, lorsqu'il a la motivation d'enseigner, il va travailler avec ses collègues. Il va s'appuyer sur les anciens pour s'en sortir. Et c'est ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui. Parce que ce qui se passe sur le terrain, on a l'impression que pour être un bon professeur de mathématiques, il faut passer par l'école normale supérieure. Pour être un bon mathématicien, il faut passer par une école de formation. Oui, lorsqu'un enseignant revient de l'USTM, il a des savoirs savants. Il lui faut un savoir pédagogique, quelques orientations pour qu'il soit à l'aise dans sa salle de classe. C'est normal. Vous savez qu'on apprend dans le temps, dans le tas et par collaboration. C'est ça l'enseignement aujourd'hui. Or, aujourd'hui, nous avions une situation qui est entre nos mains. Le manque de professeurs au niveau du secondaire. Ce n'est pas seulement les scientifiques. On a un manque de professeurs d'anglais, on a un manque de professeurs de français. Tous les corps de métier au niveau de l'éducation. Comment ne pas arriver à cette situation si les places sont limitées à l'école normale supérieure alors qu'on devrait beaucoup plus s'ouvrir? Oui, je ne peux pas dévoiler un secret aujourd'hui. Vous savez que jeudi dernier, le ministère de l'Éducation nationale était en conseil d'administration avec l'école normale supérieure. Il y a des grandes décisions qui vont tomber dans les tout prochains jours concernant l'école normale supérieure. Parce qu'il ne peut pas nous manquer des enseignants alors que nous avions une école normale supérieure en République gabonaise. Et je vous apprends, à OIM, on est en train de construire une école normale supérieure qui va nous servir dans les tout prochains jours. On envisage d'ouvrir cette école l'année prochaine. Parce que le recrutement que le président vient d'engager, j'ai participé à la commission d'affectation au niveau des SVT, on a déjà bouclé. Dans toute l'étendue du territoire, le besoin qu'on avait, on a déjà bouclé. Il est résorbé. Il est résorbé. Il va falloir maintenant suivre le processus avec les DAP pour voir si réellement ces enseignants-là sont bien affectés. En mathématiques, sur le plan national, il nous reste environ 282 enseignants à résorber pour combler tout le déficit au niveau national. Au niveau des professeurs d'anglais, je pense qu'on est en train de plaider à ce qu'on lance encore un recrutement. Parce que si on se lance à attendre toujours l'ENS, nos enfants vont continuer à souffrir. Parce que l'ENS, imaginez, l'ENS va former 5 professeurs de physique en 3 ans, 10 professeurs de mathématiques en 4 ans. Or, le besoin sur le terrain. Vous voyez qu'en ce moment, on fonctionne avec le double flux. L'année dernière, on a eu plus de 34 000 apprenants qui sont partis à l'entrée en 6e. Cette année, ce sera peut-être 36 000. Donc aujourd'hui, il est question d'investir au niveau de la formation, au niveau des infrastructures aujourd'hui. Donc, le ministère, dans les tout prochains jours, va encore relancer, par exemple, au niveau des professeurs d'anglais, au niveau des autres disciplines. Parce qu'aujourd'hui, si, voilà les exigences de l'APC aujourd'hui. Parce qu'en APC, l'APC est bien organisée. Nous avions des semaines d'apprentissage et des semaines d'intégration. Donc, tout le monde doit être au même niveau d'apprentissage. Parce que si vous êtes en 6e B, l'autre en 6e C, si le gars de la 6e B a déjà 6 concepts enseignés, vous, en 6e C, vous êtes encore aux 3 concepts. Lorsqu'on va intégrer, parce que les intégrations, c'est comme les devoirs communs, tout le monde doit être au même niveau. Si nous n'avions pas les professeurs en quantité, on ne peut pas réussir l'APC en République gabonaise. Le Sénat a pour ambition de pouvoir défendre les intérêts des travailleurs ou encore des professionnels de l'éducation. On constate que la question du règlement des situations administratives est toujours prenante au Gabon. Le paiement des rappels soldes promis pour demain, j'ai envie de dire le 12 novembre, oui. Il y a beaucoup de suspicions parce que beaucoup de personnes, et d'ailleurs il y a eu des manifestations de beaucoup d'agents concernant les oublis ou encore des noms pris en compte. Qu'est-ce qu'il en est exactement?
Notamment au niveau de l'éducation. Au niveau de l'éducation nationale, je vais commencer par les situations administratives. Parce que ce sont des situations administratives qui entraînent des questions financières. Vous savez, au Gabon, nous avions opté pour une fonction publique de carrière. L'accès à la fonction publique, le déroulement de la carrière jusqu'à la sécession. C'est pendant le déroulement de la carrière que tout se passe. Or, qu'est-ce qui s'est passé en République gabonaise concernant la fonction publique? Nous avions une fonction publique, je peux le dire, qui ne travaille pas. Tous les agents publics sont en retard. Et ce qui se passe en ce moment est inédit pour le Sénat. Quand Nosima est venu pour la première fois à la primature, lors de nos négociations, nous avions posé le problème, parce qu'il s'est toujours posé le problème des situations administratives. Tous les agents publics ont des situations en retard. Il va de même, quand on recrute un agent, on dit 18 mois. On a des éternels stagiaires aujourd'hui. Quelqu'un fait 15 ans, il est stagiaire. C'est inadmissible. C'est très dangereux. Or, pour des questions administratives, après 18 mois, vous devez être intégré, vous devez être titularisé et vous devez dérouler votre carrière. Or, en 2012, quand Donsim est venu, on a posé le problème. Elle a dit, au regard du problème que vous posez, nous allons d'abord regarder des situations administratives. C'est après avoir régularisé les situations administratives que nous allons nous asseoir pour regarder la question des rappels. Or, cette année, avant 2023, nous avions posé le problème à la fonction publique. Dans le dernier forum de la fonction publique, moi j'étais dans la commission ressources humaines, nous avions posé le problème. Il était question que la fonction publique régularise toutes les situations administratives. Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, tous les agents publics ne sont pas régularisés. Tous les agents publics ne sont pas régularisés. Aujourd'hui, sans compter les retours de stage, les gens ne sont pas reclassés, les gens ne sont pas avancés, les gens ne sont pas titularisés. Voire même les gens ne sont même pas intégrés parce qu'il y a un souci de texte. Il est question que la fonction publique ventile d'abord les textes. Et ça a toujours été le problème posé par le Sénat. Nous avions posé le problème aux plus hautes autorités. Et l'autre problème qui se pose aujourd'hui, vous voyez, la fonction publique, c'est la fonction publique qui doit gérer tous les agents. La fonction publique, avec le décret 0025 en 2015, ils ont créé les DCRH. Ce sont les DCRH qui deviennent les mini-fonctions publiques dans nos différents ministères. Or, nous constatons que le projet, à peine créé, le projet est mort. À l'éducation nationale, dans d'autres ministères, on ne peut pas vous dire le nombre d'agents qu'on doit régulariser aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tout se passe comme au bon vieux temps. Vous avez 30 000, vous allez à la fonction publique, vous déposez votre dossier, allez, on va régulariser votre situation. Et ce qui fait que la question des rappels que qu'on attend demain, il est question aujourd'hui, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Qui sont les ayants droit? Qui sont les ayants droit? Qui on doit payer? Est-ce que ce sont les gens? Parce que quand j'ai suivi, on nous dit les gens qui avaient déposé les dossiers, quand est-ce qu'ils ont déposé les dossiers? Parce que est-ce qu'il y a d'abord eu ouverture officielle du dépôt des dossiers? Il y a eu ouverture. Toutes ces questions-là doivent être bien communiquées, bien organisées. Si c'est à l'éducation nationale, on demande aux agents de l'éducation nationale, situation par situation, d'aller déposer les dossiers à la DCRH. Et la DCRH doit communiquer en publiant les listes des gens qui avaient déposé les dossiers, les gens qui ont des situations abouties. Or, vous allez à la fonction publique aujourd'hui, on vous dit votre situation est régularisée, mais vous n'avez pas fait sorte. Donc, vous comprenez que c'est une situation qui cause problème, qui va toujours causer problème. Nous avions proposé la semaine dernière pour apaiser les tensions, il est question de bien faire les choses. Il faut bien communiquer avec les agents publics. Tous les agents qui sont déjà régularisés, la fonction publique doit afficher, secteur par secteur. À l'éducation nationale, voilà tous les gens qui sont déjà titularisés, qui sont intégrés. Et quand vous allez à l'éducation, vous savez très bien que là, je suis déjà titularisé. Ça se passe de bouche à oreille.
Or, si je suis déjà titularisé, si je suis déjà avancé, on me dit, fais déjà un dossier pour ta situation financière. Or, aujourd'hui, qui va bénéficier du rappel? On ne sait pas. Ça se passe à gauche, ça se discute à gauche, à droite. Nous attendons la fin du référendum. Parce que nous allons poser un problème sérieux au ministère du Budget. Nous allons dire au ministère du Budget de revenir sur les fondamentaux. Parce que l'administration n'est pas dans les réseaux sociaux. L'administration se passe dans les ministères. Et on va nous dire à quoi sert ces DCRH. Parce que le DCRH, c'est le représentant de la fonction publique dans un ministère. C'est le DCRH qui doit faire tout le travail administratif et financier dans un ministère. Or, nous constatons que vous allez à l'éducation nationale ou bien dans d'autres ministères, le DCRH n'a même pas un ordinateur. Or, dans le projet, dans le décret que j'ai bien lu, les DCRH, ce sont les mini-fonctions publiques. Il doit sortir même jusqu'au bulletin blanc. Et il doit acter les situations pour être validé au niveau de la fonction publique. Donc, aujourd'hui, c'est tout un flou que nous constatons et nous voulons encourager les autorités actuelles parce que c'est un courage de payer les rappels. Et l'autre chose, moi j'ai dit, ça c'est mon point de vue, tous les agents qui n'ont pas bien travaillé parce que, à mon sens, la fonction publique ne travaille pas bien. Il est question de la vie des agents publics, il est question de la carrière de l'agent parce que la carrière n'attend pas. Après 15 ans, ma carrière doit être à jour. Si après 15 ans, votre carrière n'est pas à jour, mais ce n'est pas à 20 ans de votre carrière que votre carrière sera à jour à un moment donné. Et vous comprenez que ça a tellement acculé tout ce qu'on a comme rappel aujourd'hui. Et autant d'agents qui sont en situation de blocage aujourd'hui, question de cette saturation, parce que les situations n'avancent pas. Et il n'y a pas une lisibilité, une communication claire qui concerne la régularisation de ces agents-là aujourd'hui. On ne sait pas qui a été régularisé, qui n'a pas été régularisé au niveau de l'éducation nationale. Mais la régularisation, elle était automatique à l'époque. Non. Moi, personnellement, cette situation de régularisation automatique, c'est ce qui a causé tout ce désordre. Vous savez, nos textes sont clairs. La régularisation, c'est au mérite. Dans les textes, on régularise les gens au mérite. Chaque fin d'année, nous sommes au mois de novembre, chaque agent doit être noté. Les agents, et avant d'être notés, en tant qu'agent de l'éducation nationale, vous êtes enseignant, on doit vous inspecter. C'est l'inspecteur qui vous attribue une note. Et si la note, à partir de 12, 13, quand l'inspecteur arrive, il adresse un rapport au niveau de la fonction publique. Et on vous avance. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout le monde est avancé. Je pars au travail, je suis avancé. Je ne pars pas au travail, je suis avancé. Parce que c'est des avancements automatiques. Donc, ça a créé tout le désordre que ça a créé. Voilà pourquoi le Sénat demande à l'administration publique de revenir aux fondamentaux aujourd'hui. Parce que, qu'est-ce qui se passait à l'éducation? On nous disait qu'il n'y a pas d'inspecteur, il n'y a pas de conseiller pédagogique. Ça a été l'une des batailles farouches du Sénat. Le dernier ministre Daouda, vous avez vu la grève que nous avions menée concernant un syndicat qui demande de former le personnel d'encadrement. Parce qu'on n'en avait plus à l'éducation nationale. Or, un système éducatif sans personnel d'encadrement, c'est un danger. C'est un danger. Aujourd'hui, nous avions plus de 80 conseillers pédagogiques aujourd'hui. Ce sont les conseillers pédagogiques disciplinaires. Nous avions plus de 60 inspecteurs pédagogiques aujourd'hui au niveau du secondaire. Dans certaines disciplines, il n'y en avait plus. C'était l'une des plus dernières grandes batailles du Sénat aujourd'hui. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voulons continuer dans cet élan. Parce que pour évaluer un enseignant, pour inspecter un enseignant, il faut la présence d'un inspecteur. Il faut d'abord un conseiller pédagogique. Il faut un inspecteur pour venir confirmer la note. Donc aujourd'hui, nous voulons repartir sur les fondamentaux. Pour avancer, il faut l'avancement au mérite. Parce que l'avancement automatique a causé tous les dégâts que nous constatons
dans le cadre de notre administration aujourd'hui. Merci. Merci, M. Mamiar Magloire, secrétaire général par intérim du Sénat ce matin sur les 104.5 qui nous parlait des situations administratives et financières. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine. C'est la fin de notre émission. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h pour le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale avant l'horoscope des auditeurs. René Ruta, un communiqué. Oui, nous avons un communiqué du président de la commission électorale communale d'Untoum, M. Judas Mambundu. La commission communale électorale d'Untoum informe les populations du Komomanda Ntoum que pour la direction du scrutin référendaire du 16 novembre 2024, elle organisera conformément aux dispositions de l'article 76, alinéa 2 du Code électoral, une formation en matière électorale des scrutateurs qui composeront les bureaux de vote de sa circonscription électorale. À cet effet, toutes les personnes désireuses de former la composition des 10 bureaux sont invitées à se rapprocher de 7h30 à 15h30 du bureau de la commission électorale dont le siège est situé dans l'enceinte de la salle polyvalente du 1er arrondissement de la commune de Ntoum. Communiqué de M. Judas Mambundu, président de la commission électorale communale de Ntoum. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.